Bonsoir, bienvenue pour ce live Studyrama TV, consacré ce soir donc au métier de l'hôtellerie et du tourisme, au métier du management de l'hôtellerie et du tourisme. C'est assez spécifique, on va en reparler avec notre invitée, qui est Marie Alantaz, directrice de l'ESCAET, l'École supérieure de commerce d'administration des entreprises de tourisme. Alors, dit un peu comme ça fait un peu peur. Et il y a eu d'ailleurs une question d'une internaute très intéressante dès le départ. L'ESCAET, c'est d'abord une école de management et de commerce ou de tourisme et d'hôtellerie? Comment vous pourriez la présenter? Alors, bonsoir d'abord. Alors, l'ESCAET, c'est effectivement, en fait, c'est une école qui est les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est une école de commerce appliquée au tourisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une école de commerce appliquée au tourisme? C'est que si on parle du produit voyage, la vocation de ce produit-là, c'est d'être vendu. Donc, effectivement, on touche le commerce aujourd'hui. Donc, obligatoirement. Exactement. On touche des problématiques qui sont similaires à plein d'autres secteurs qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une activité marchande. Par contre, nous, on a décidé de se spécialiser sur la partie tourisme particulièrement. Donc, on aurait pu être une école de commerce spécialisée dans l'électroménager ou autre, mais on a préféré plutôt se spécialiser dans le tourisme. Donc, c'est une école de commerce appliquée au tourisme, et c'est vraiment bien ces deux termes-là qui la qualifient. Alors, vous êtes sur quel type de niveau? Parce qu'on dit hôtellerie, tourisme, on pense tout de suite à des BTS, des formations courtes, très pratiques. Vous vous situez, vous, sur une autre tranche, un autre style de formation? Ouais, on se situe en fait juste après, nous, justement, les métiers, les formations BTS, donc Bac plus 2, ou des formations ou post-Bac plus 3. Donc, en fait, on a une formation qui est un bachelor en 1 an après un Bac plus 2, ou une formation en MBA qui est en 2 ans après un Bac plus 3. D'accord, qui débouche donc sur un Bac plus 5. Qui débouche sur un Bac plus 5. Et donc, on a un débouché Bac plus 3, un débouché Bac plus 5. Et aujourd'hui, on recrute des étudiants donc, qui viennent d'univers complètement différents. Des étudiants qui peuvent venir effectivement de BTS Tourisme ou de filière LEA, qui sont deux filières qui naturellement en fait amènent vers le tourisme parce que les langues ou parce que déjà le tourisme dans un premier temps. Mais on a aujourd'hui des étudiants qui viennent vraiment d'univers très différents, d'IUT généraliste, Tech Deco, GEA, de BTS MUC, de BTS Commerce International. On a après des filières fac plus classiques aussi, type géographie, histoire. On en a aussi au niveau du droit. On a des gens qui nous viennent de STAPS, qui sont intéressés souvent par le tourisme événementiel sportif, par exemple. Enfin, on n'a vraiment pas de, il n'y a pas d'étudiants qui ne respectent. Enfin, la seule chose, c'est qu'il faut respecter le critère avoir un Bac plus 2 ou un Bac plus 3, mais à part ça, toute filière aujourd'hui est acceptée au niveau de Justement, c'est vrai que c'était la question de certains internautes. Ouais. Il y en a un qui a fait une prépa commerce et qui dit, bon, au final, je veux pas du tout faire une école de commerce, j'aimerais bien faire votre type d'école. Oui. Par contre, je vais d'abord faire une 2e année de licence de géographie, où on a quelqu'un qui a un BTS MUC, visiblement, et qui se dit, est-ce que j'ai le bon profil? Qu'est-ce qui compte alors dans ce cas-là? À part avoir le niveau Bac plus 2 ou 3, est-ce qu'il y a des bases, des fondamentaux qui sont nécessaires ou c'est le projet professionnel? Sur quoi vous vous basez? Alors en fait, on se base sur plusieurs choses. On se base effectivement à un moment, de toute façon, forcément au départ sur le dossier scolaire quand même de l'étudiant, parce que ça nous donne un certain nombre d'indicateurs pour savoir un peu quelle est la qualité de la candidature. Et après, en fait, on rentre très vite sur un entretien, nous, qu'on fait aux étudiants, qui est un entretien qui dure 1h30, qui nous permet en fait de voir la motivation de l'étudiant. Donc en fait, même un étudiant, comme j'ai vu la question qui est posée sur le forum, l'étudiant qui est en prépa et qui décide de pas terminer sa prépa, si j'ai compris en fait ce qu'il veut faire, et de faire une L2 finalement en géographie, c'est quelque chose qui, si c'est logique dans son argumentation et que quelque part ça montre une motivation pour aller vers le tourisme, c'est quelque chose qui est c'est une candidature qui est non, c'est pas dérangeant. Après, l'étudiant qui a fait un BTS tourisme mais qui vient en entretien et qui croit que tout est gagné et qui quelque part nous montre pas de motivation, finalement il a moins de chances qu'un étudiant qui a un parcours qui pourrait paraître moins naturel mais qui est très motivé. Donc en fait, la motivation est assez importante, et puis la curiosité, l'analyse, enfin voilà, il y a pas mal de critères qui sont pris en compte. Donc voilà, c'est vraiment assez ouvert. On a une question, c'est normal, le live parle à l'origine des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. On a quelqu'un qui demande, j'ai aucune expérience en tourisme, par contre j'en ai dans l'hôtellerie. Est-ce que ça peut être gênant? Est-ce que je peux quand même débuter dans des métiers du tourisme? Est-ce que pour vous ce sont deux univers qui sont liés? J'imagine oui, forcément, vu l'intitulé de l'école, mais
Vous en pensez quoi? En fait, aujourd'hui, pour nous, c'est très lié pour la une raison assez simple, c'est que en fait, le produit hôtel, c'est un des produits de base dans la création d'un produit touristique. Puisqu'un produit touristique, si on prend un séjour, par exemple, en Tunisie, en République dominicaine, enfin n'importe où, on a deux prestations de base qui sont le transport et l'hébergement. Donc l'hôtellerie, elle est liée naturellement au tourisme. Donc pour nous, on fait pas de différence. Après, les métiers sont pas forcément les mêmes au niveau quand on parle tourisme, tour opérateur, agence de voyage sur internet ou autre, et que dans l'hôtellerie. Mais par contre, on est vraiment sur deux secteurs qui sont très liés. C'est vrai qu'on parle des métiers du tourisme et de l'hôtellerie parce que pour les gens, c'est deux choses différentes, mais on aurait pu dire que c'est les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, du transport, de l'événementiel, du voyage d'affaires. Enfin, on pourrait décliner plein de choses dans ce cas-là. Si on sort l'hôtellerie, on pourrait sortir plein d'autres choses. Ou alors, on regroupe tout le monde. Et nous, c'est vrai qu'on a pris ce parti-là, c'est de former vraiment des étudiants capables d'intégrer tous ces secteurs de la même manière, en fait. On va revenir justement sur ces secteurs dont vous parlez et qui, à mon avis, c'est le plus intéressant, c'est-à-dire les débouchés aujourd'hui se trouvent où. Mais suite à votre... quand vous parliez de l'entretien et de la motivation, on a une question en fait d'Erwan. Précisément, en quoi consiste votre entretien? Est-ce que des connaissances spécifiques sont demandées? Est-ce qu'il y a des questions très précises, peut-être des questions pièges? Et puis quelqu'un d'autre qui dit comment définissez-vous la motivation dans votre domaine du coup? Ça veut dire quoi être motivé? Qu'est-ce qui vous montre qu'on est motivé? Alors en fait, on sait qu'aujourd'hui, les gens ont peu de repères sur l'industrie du tourisme et des voyages, ou des mauvais souvent, enfin ou en tout cas des repères assez étroits sur, on pense qu'à l'agence de voyage et au chef de produit chez un tour opérateur. Donc en fait, on n'attend pas d'un étudiant qui sache tout ça. Donc en fait, l'entretien, il nous sert à déjà savoir pourquoi l'étudiant, d'où il vient, quel est son parcours et qu'est-ce qui l'a emmené vers le tourisme aujourd'hui. Ça nous intéresse. Et ensuite, on va revenir avec lui justement sur qu'est-ce qu'il comprend du tourisme et des voyages aujourd'hui. Et nous, on va revenir pendant l'entretien sur notre vision à nous du tourisme et des voyages. Et en fait, l'intérêt de cet entretien, c'est de voir si ce que l'étudiant cherche et ce que nous, on propose, ça colle. Parce qu'en fait, quelque part, ça n'a pas de sens pour nous d'intégrer un étudiant qui finalement va pas y trouver son compte dans la formation. Donc du coup, l'entretien, il vient vraiment là-dessus. C'est vraiment un entretien qui va nous permettre de savoir qui est l'étudiant, de bien lui expliquer nous ce qu'on est et du coup de comprendre si justement il est vraiment motivé pour travailler dans l'industrie. Un peu éviter en fait les déceptions, l'échec, quelqu'un qui penserait trouver telle chose dans votre établissement et pour qui ce serait pas le cas et qui risquerait d'être déçu et exactement. Et de rater, il y a des écoles qui ont tendance à mettre en avant justement un côté un pourcentage d'échecs parce qu'elles pensent que c'est quelque part un gage de qualité d'avoir un pourcentage d'échecs, enfin d'étudiants qui n'y arrivent pas. Nous, on est sur une démarche qui est assez contraire, c'est-à-dire que nous, on part du principe que c'est à nous de faire un recrutement juste pour bien identifier pourquoi la personne vient chez nous. Et par contre, une fois qu'on a les étudiants chez nous, pour nous, notre volonté, c'est d'avoir 0% d'échecs, c'est-à-dire d'être capable d'emmener tous nos étudiants quelque part et sur de l'insertion professionnelle. Quelque part, c'est un investissement pour des étudiants aussi. Donc du coup, ce qui nous importe, c'est pas un pourcentage d'échecs. Enfin, pour nous, c'est pas un gage de qualité, au contraire. Donc c'est pour ça que l'entretien, il est un peu long, il dure 1h30, mais il est important pour nous parce que ça nous permet vraiment d'avoir une discussion ouverte, assez large avec l'étudiant pour être sûr que lui vient pas pour les mauvaises raisons et que nous on ne prend pas non plus pour les mauvaises raisons, quoi. Alors, Erwan est très préoccupé, là, cet internaute, par l'entretien, puisque visiblement, il demande qui participe aux entretiens, des professeurs ou des professionnels. Alors, j'imagine que c'est un peu la même chose aussi chez vous, hein, les professeurs sont des professionnels. Les professeurs sont des anciens qui pose les questions? C'est l'équipe enseignante, c'est l'équipe de la direction des enseignements en général. Donc, il peut y avoir 4 personnes qui sont... ça peut être moi, ça peut être la directrice de la recherche, ça peut être la directrice de la formation initiale et de la formation pro. Donc ça peut être une de ces 4 personnes-là et qui sont, en tout cas pour 3 d'entre elles, des anciennes professionnelles et pour la 4e qui est la cofondatrice de l'ESCAET. Donc voilà. Des gens qui connaissent le secteur. Des gens qui connaissent un petit peu le secteur et qui donc c'est nous qui le faisons et c'est surtout les gens qui vont retrouver après. C'est ça qui est important pour nous, c'est que les gens qui font l'entretien sont des gens que les étudiants vont avoir après en cours parce que pour nous c'est important aussi. Alors,
On parlait donc tout à l'heure des métiers. Vous disiez que l'école se situe sur certains types de débouchés notamment. Aujourd'hui, c'est quoi les débouchés? Parce qu'on a plein de questions d'internautes évidemment qui portent là-dessus. L'angoisse de la crise. Est-ce que le tourisme et l'hôtellerie ne sont pas des secteurs qui sont touchés? Alors peut-être certains métiers si, vous allez nous le dire. Ou sinon déjà dans un premier temps, c'est quoi les débouchés? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce que les professionnels recherchent sur le marché du travail? Quel type de métier fonctionne le mieux en fait? Alors déjà, je vais revenir sur la crise parce qu'effectivement, de toute façon, elle touche tous les secteurs, donc elle touche aussi les secteurs du tourisme. Par contre, elle touche, en fait, quand on lit pas mal de choses, pas mal d'articles et autres, on le voit assez bien, elle touche des métiers qui sont dits traditionnels, c'est-à-dire qu'elle touche beaucoup les métiers classiques de l'agence de voyage qu'on trouve, qui a pignon sur rue, donc qu'on voit un peu partout dans toutes les villes. Elle touche le métier du chef de produit chez un tour opérateur de façon, quand on l'imagine, de façon très traditionnelle. Elle touche un certain nombre de métiers tradis. Et par contre, aujourd'hui, on a, au contraire, la crise, elle booste aussi plein de nouveaux métiers, notamment des nouveaux métiers beaucoup sur le online et sur les nouvelles technologies et sur les nouveaux canaux, parce qu'aujourd'hui on a le web, mais on a aussi le mobile, on a les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui très importants et en fait qui sont générateurs de nouveaux métiers. Et en fait, les acteurs qui aujourd'hui évoluent dans le tourisme n'ont pas forcément cette connaissance et cette expertise-là. Donc ils vont rechercher des profils dans ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, c'est une partie qui est très importante. Donc si je vais essayer de vous donner un peu d'y rentrer d'abord par ce qui intéresse peut-être le plus les étudiants, qui est la création de produits touristiques. Donc aujourd'hui, la création de produits, elle se fait chez des tours opérateurs ou chez des agences de voyage online notamment, mais aussi des agences de voyage offline. Et en fait, donc ça aujourd'hui, c'est plus un seul métier, c'est en général c'est plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'on a en fait un métier qui à la base, qui est un métier d'analyste, qui est quelqu'un qui est très curieux, qui va être quelqu'un qui va analyser le marché, qui va analyser la concurrence, qui va analyser les produits qui marchent, les évolutions des comportements des clients, pour savoir en fait sur quelle destination il va falloir qu'on aille, quel produit il va falloir qu'on sorte. Est-ce que c'est un circuit, est-ce que c'est le trekking, est-ce que c'est le développement durable, vraiment aux besoins, aux envies des touristes du moment. Exactement, et qui va donner les grandes lignes en fait de la création de produits. Donc ça, c'est des métiers qui sont plutôt liés au marketing stratégique ou à l'analyse. Et puis après, on a des gens qui vont, du coup, une fois qu'on a défini notre ligne et qu'on sait ce qu'on va faire, par exemple, qu'on va développer la destination Pérou éventuellement, eh bien, on va avoir des gens qui vont effectivement rechercher des prestataires, donc rechercher des hôteliers avec lesquels on va travailler, des transporteurs avec lesquels on va travailler, des responsables de centres de loisirs, enfin des choses comme ça, des réceptifs, qui vont être vraiment, qui vont aller les rechercher. Donc on va les rechercher sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va voyager et se déplacer pour aller les voir. Mais aujourd'hui, on va pas faire que ça. C'est une idée reçue dans ce métier où on se dit je vais aller passer 15 jours à Bali, tester tel hôtel, voir si le circuit ça existe ou pas. En fait, on va pas passer 15 jours à Bali, on va passer 4 jours à Bali et en fait, chaque jour, on va faire 15 visites minimum d'hôtels, 15 visites de réceptifs. C'est pas des vacances. C'est pas tout à fait des vacances, donc on y va dans un cadre professionnel. Donc oui, on est amené à se déplacer, mais quand même, il faut avoir conscience que c'est pas juste je vais tester un lit pendant 15 jours et puis je reviens, je dis que c'est bien, le matelas est pas mal, donc du coup, je vais vers un produit. Enfin, on est quand même vraiment pas là-dedans. Donc aujourd'hui, on va rechercher donc un peu sur le terrain, mais sinon, on va rechercher aussi beaucoup sur Internet, dans les salons professionnels et autres, et on va négocier. Donc on va avoir un vrai métier qui est très fort aujourd'hui, qui est le métier d'acheteur, qui est très important. Donc on demande au chef de produit aujourd'hui, celui qui crée les voyages, d'être un vrai négociateur. Et puis après, on a ce chef de produit qui va, lui, assembler les prestations. Donc maintenant que j'ai négocié avec mon hébergeur, mon transporteur, mes activités, je vais créer mon produit, je vais rassembler les prestations pour créer un package et je vais lui donner un prix. Et ça, c'est très important aussi aujourd'hui. On a la guerre des prix partout. Donc en fait, on va demander à notre personne qui crée les produits, qui est performant. Un super analyste des chiffres et qui va savoir donner le bon prix à ce produit. Donc en fait, derrière un chef de produit aujourd'hui chez un tour opérateur, il y a plein de métiers. Donc évidemment, si on est dans une petite structure, on va retrouver une personne qui va avoir plein de casquettes. Si on est dans une grande structure, on va avoir plein de métiers qui en fait sont liés de près ou de loin à la création de produits. Donc ça, on le retrouve chez les tours opérateurs et on retrouve aussi beaucoup la création de produits au niveau de l'événementiel, où là, on ne va pas créer
des produits qu'on va mettre dans une brochure ou qu'on va mettre sur Internet et les gens vont choisir parmi les produits qu'on propose. Mais par contre, on va répondre aux besoins d'un client. J'ai besoin d'organiser un séminaire dans le cadre du lancement de mon nouveau parfum, par exemple, ou j'ai besoin de remercier mes 20 meilleurs commerciaux et je vais les envoyer, par exemple, je sais pas, en montagne, construire des igloos et dormir dedans. Enfin voilà, donc je vais avoir besoin de professionnels qui vont m'organiser ces événements-là et qui vont me créer le produit en fait vraiment à la demande. Donc voilà, on a la création de produits à la fois chez les tour opérateurs et dans l'événementiel. Donc ça, c'est des métiers qui sont aujourd'hui qui fonctionnent bien, pour autant qu'on les voit de la bonne manière et qu'on les voit pas de façon ultra traditionnelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir des connaissances qui sont beaucoup plus complexes que les connaissances qu'on pouvait avoir avant pour faire ce genre de métier. Alors, on va revenir parce qu'il y a beaucoup de questions qui portent en fait sur les formations, les spécialisations, etc. Juste pour revenir sur le marché et les emplois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser qu'aujourd'hui, tourisme et hôtellerie égale international, c'est-à-dire il va falloir que je m'expatrie, je vais trouver du boulot plus facilement ailleurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a aussi des possibilités de carrière en France et il en reste, on est quand même un pays, voilà, on est reconnu pour ça, non? Il y en a et heureusement en fait, il y en a quand même beaucoup en France. Nous, on a la majorité de nos diplômés qui aujourd'hui sont insérés en France. Et puis après, en fait, je crois que ce qu'il faut, c'est suivre son propre projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont envie d'aller à l'étranger. Nous, on a tendance à les accompagner et à les pousser quand ils ont envie d'aller à l'étranger. Mais par contre, un étudiant qui a une stratégie régionale, qui est amoureux de sa région, on a des étudiants qui sont amoureux de leur région Bretagne ou de la région PACA, par exemple, ou d'autres, et qui, du coup, on veulent vraiment travailler dedans. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui est très touristique, avec des infrastructures qui sont très importantes. On a aujourd'hui des institutionnels qui sont importants, les offices du tourisme, les comités régionaux, les comités départementaux, sur lesquels il y a aujourd'hui qui eux aussi bougent beaucoup dans le tourisme et sont créateurs d'emplois. On a l'hôtellerie. L'hôtellerie en France est quand même très importante et donc ça c'est très créateur d'emplois aussi. Des transporteurs, on a notamment au niveau ferroviaire, on a la SNCF qui aujourd'hui recrute pas mal. On a au niveau de l'aérien, on a quand même aussi pas mal de choses, d'opportunités. Il y a aussi beaucoup de groupes dans le loisir, dans les agences de voyage online ou les tours opérateurs qui sont basés en France et qui recrutent beaucoup. Donc en fait, il y a de la possibilité un peu partout, qu'on soit en France ou à l'étranger. Tout ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on veut faire, quoi. Ce qu'on veut faire. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'obligation d'aller à l'étranger. Par contre, c'est pas non plus plus compliqué d'aller à l'étranger quand on est français ou quoi. Enfin, les deux sont vraiment possibles. Aujourd'hui, on a pas mal de nos étudiants qui travaillent dans des destinations en Indonésie, qui travaillent par exemple en Asie ou en Amérique latine, et en fait qui travaillent pour développer des produits à destination de la clientèle française. Donc en fait, les profils sont intéressants pour ces acteurs-là parce que du coup, ils connaissent les comportements d'achat des Français et du coup ils arrivent mieux à travailler sur de la communication, de la commercialisation, du marketing quand ils sont natifs français. Donc du coup c'est des profils qui sont très recherchés. On a des acteurs américains ou des acteurs anglais qui veulent se développer aujourd'hui aussi en Europe et qui vont chercher justement des natifs français qui connaissent bien les mentalités et qui vont être capables de s'adapter à ça. Donc il y a vraiment des opportunités de carrière dans les deux sens, quoi. Donc là, on a Francine, une internaute, qui nous dit « Le Club Med communique sur le poste de chef de village. Est-ce que c'est le type de poste auquel vous formez ?» Encore, je pense, c'est encore des idées reçues de, voilà, dans le tourisme, il y a 10 types de postes, dans l'hôtellerie, il y a 10 types de postes. On forme moins à ce métier-là, chef de village, mais parce qu'en fait, ils vont plus faire des formations, eux, un peu en interne, éventuellement, le Club Med. Souvent, c'est des gens qui rentrent sur de l'animation, en fait, dans les clubs, et puis qui, au fur et à mesure, en fait prennent des responsabilités et deviennent chef de village. Mais après, ça reste un chef de village, ça reste quelqu'un qui a les mêmes problématiques, en tout cas qui a des problématiques qui peuvent être similaires aux problématiques que peut avoir un hôtel aujourd'hui, à savoir orchestrer les différents métiers qu'il peut y avoir au sein de la structure, donc de la réception au service commercial, au service traiteur ou restauration, au service animation. Donc c'est un
chef d'orchestre. Donc c'est vrai que avoir fait une filière quelque part chez nous qui va être sur lequel on va former un peu à la maîtrise de ces différents métiers va permettre voilà, d'accéder à ces postes-là, mais on ne forme pas à des chefs de village spécifiquement. C'est pas voilà. Justement, il y avait un autre internaute qui demandait est-ce que il y a, par exemple, si je veux m'orienter vers les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, même à haut niveau, est-ce qu'il y a un métier de base que je peux faire en tant qu'étudiant, un job étudiant pendant la période estivale ou pas, quelque chose qui serait formateur et qui serait vraiment un gain en expérience professionnelle qui pourrait m'aider? Alors moi je pense ce qui est formateur, c'est justement d'aller voir un peu ce qui se passe dans des clubs de vacances et au niveau de l'animation et autres, parce qu'on sait du coup comment se comporte le client, et puis du coup quand derrière on a envie de travailler à la création de produits, on sait qui est le client et on sait aujourd'hui ce dont il a besoin, donc du coup on a déjà eu cette vision-là qui est je trouve pas inintéressante. J'aurais tendance à dire que ça peut être intéressant. Et après, tout ce qui est, moi je trouve même un peu des petits jobs étudiants au niveau de la restauration ou barmaid ou barman ou autre. Je trouve que de toute façon, à un moment ou à un autre, suivant la destination dans laquelle on est, mais si on est sur des destinations touristiques ou en tout cas on est face aux touristes, je trouve que c'est intéressant de faire ces petits jobs-là pour comprendre qui ils sont et comment ils se comportent. Être curieux bien sûr dans ces cas-là quand on fait ces jobs, observer et en tirer des... Pour après, derrière, se dire, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, je créerai des produits et puis je me dirai, tiens, c'est pour cette personne-là, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à là. C'est comme ça qu'on a des idées, c'est quand on va sur le terrain aussi. Bien sûr. Justement, vous parlez du terrain, on parlait de l'étranger. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur la formation? Il y a beaucoup de questions autour des stages. Est-ce qu'il y a beaucoup de stages? Est-ce que vous proposez de l'alternance? C'est une question qui revient là 3-4 fois. D'abord l'alternance. Alors l'alternance, nous on n'en propose pas. Alors c'est un parti pris chez nous parce que en fait on forme à des bac+3, bac+4, bac+5. Donc pour nous c'est déjà des métiers à responsabilité à partir de bac+3. Et en fait c'est très difficile pour nous de faire de l'alternance. L'alternance est souvent sur un format une semaine. Et en fait on se rend compte que sur de l'alternance, quand des étudiants sont sur des postes à responsabilité, finalement ils finissent par pas avoir beaucoup de responsabilités parce que on peut difficilement traiter un gros dossier ou avoir des responsabilités une semaine, puis après dire je vais à l'école. Le rythme casse un peu. Pour nous, le rythme casse. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et donc, du coup, par contre, dans nos formations, on a autant de temps en entreprise que si on était en alternance, puisque c'est 50%. Par contre, on part du principe qu'on vient à l'école à 100% dans un premier temps et intégrer un certain nombre de connaissances et de compétences, que derrière, on va mettre au service d'une entreprise à 100% pendant 4 à 6 mois, en fonction des années. Donc, sur le bachelor, on est sur un stage de 4 mois si on décide de continuer après en MBA, 6 mois si on décide de s'arrêter pour favoriser l'insertion professionnelle. Et si on est au niveau du MBA, on est 4 mois la première année et 6 mois la deuxième année, toujours sur le même principe de l'insertion professionnelle derrière. Voilà. Alors, quels sont, en bachelor, donc post-bac +2, c'est une année de formation, quels sont les cours, qu'est-ce que l'étudiant aborde, quels sont les enseignements? Alors, on va voir tous les acteurs de l'industrie du tourisme et des voyages. Donc, en fait, c'est pour ça que souvent, il y a des étudiants qui nous disent « Oui, mais moi, j'ai pas fait de tourisme, est-ce que je veux vraiment m'en sortir ou pas ?» J'ai pas les bases, j'ai pas les bases. Grand-chose. En fait... Dans les formations là où les étudiants ont des bases, c'est un peu, on peut parler notamment du BTS Tourisme, c'est une vision qui est un peu étroite dans le sens où on est très orienté sur l'agence de voyage et un petit peu sur le tour opérateur, mais pas beaucoup. Donc nous, et quelque part pour nous, c'est pas beaucoup plus qu'un étudiant qui n'a pas du tout de base, parce qu'on va revenir vraiment sur tous les acteurs. Donc on va voir les acteurs, le tour opérateur, on va voir les acteurs du online, donc toutes les agences de voyage aujourd'hui sur Internet, on va voir tous les nouveaux concepts qui sont sur Internet avec tout ce qui est aujourd'hui sur les comparateurs de voyage, tout ce qu'on peut voir au niveau des avis, des forums, des blogs, tout ce qu'on peut voir au niveau... on va voir aussi tout ce qui est hôtellerie, alors sous toutes ces formes dans l'hôtellerie classique, mais aussi tout ce qui est aujourd'hui hôtellerie de plein air, résidences de tourisme qui sont aujourd'hui hyper importants et qui recherchent vraiment des postes
très variées. On va avoir tout ce qui est les problématiques de transport aussi. Donc, on va comprendre comment fonctionne aujourd'hui le transport aérien, comment fonctionne le transport ferroviaire, comment fonctionne la location de voitures, les aéroports, les gares, enfin, quelles sont les opportunités qu'on pourrait trouver chez ces acteurs-là. Donc, on va voir tous ces acteurs, l'historique en fait de ces acteurs, comment ils sont venus, à quoi ils servent dans l'industrie du tourisme et des voyages, comment ils interagissent entre eux, aborder le marché. Exactement. Et quelles sont en fait aujourd'hui les problématiques auxquelles ils font face en termes de distribution, en termes de production, au niveau commercial, et quels sont les métiers derrière auxquels on va pouvoir accéder. Puisque tout à l'heure je vous ai parlé des métiers de la production, du voyage, mais après il y a aussi tous les métiers qui sont liés au commercial, qui sont aujourd'hui très importants. Alors le commercial, il a une image assez négative aujourd'hui, ce qu'on dit commercial égale marchand de tapis ou autre, mais aujourd'hui en fait le commercial il est stratégique parce qu'il y a une telle concurrence dans tous les acteurs, qu'on soit dans l'hôtellerie, dans le transport, qu'on soit au niveau des TO, au niveau des agences de voyage, au niveau de tout le monde. Tout le monde vend à peu près les mêmes choses aujourd'hui et en fait c'est très stratégique d'avoir une force commerciale importante et d'être celui qui va avoir exactement les bons arguments, qui va être capable de mettre en avant les bons produits, de signer les bons partenariats. Donc aujourd'hui, nous on forme vraiment à je ne sais pas si on peut dire ça, mais commercial intelligent qui maîtriserait son secteur, qui aurait cette expertise-là de tous les acteurs et qui serait capable du coup d'évoluer soit dans l'hôtellerie, soit dans le transport, soit au niveau du TO, soit au niveau de la technologie, qui intéresse un peu moins en général, mais qui est au premier abord, mais qui est passionnante aussi et qui est aujourd'hui présente partout, puisque juste pour faire une réservation sur Internet, il y a plein de technologies derrière et c'est plein d'opportunités là aussi d'emploi. Et puis, il y a tous les métiers du marketing et du web marketing qui sont aujourd'hui hyper importants, surtout sur le web marketing. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que je suis allée au Pérou, j'ai trouvé le meilleur hôtel, la meilleure base de loisirs, le meilleur. J'ai construit le meilleur circuit pour moi qui existe aujourd'hui sur le marché. Si je ne suis pas visible sur Internet, ça ne sert à rien aujourd'hui. J'ai beau être un super tour opérateur, j'ai beau avoir tout fait, j'ai beau avoir passé 15 jours Donc vous sensibilisez vos étudiants à ça? L'approche du marketing, on les forme à ça. Donc on les forme en fait à l'approche marketing dans sa globalité et après on les forme vraiment aux différentes techniques et aux différents leviers. Donc comment je fais du référencement naturel et du référencement payant, c'est-à-dire comment je fais pour être présent sur Google, comment je fais aujourd'hui pour que ma marque elle ressorte sur les réseaux sociaux, comment je fais aujourd'hui pour être présent sur les comparateurs, comment est-ce que je fais de l'e-publicité, qu'est-ce que ça veut dire de l'e-publicité, tous ces leviers-là, comment est-ce que je fais de la newsletter, de l'emailing ciblé, adapté pour pas envoyer systématiquement la même chose à tout le monde, mais comment est-ce que j'envoie justement mon voyage au Pérou à Madame Martin qui a déjà fait 5 recherches sur le Pérou ces 6 derniers mois. Donc je me dis qu'a priori elle est intéressée. Si je lui envoie une newsletter, ça a vraiment du sens et à mon avis j'ai plus de chances qu'elle achète. Donc voilà, on les forme vraiment à toutes ces démarches-là et ça c'est des nouveaux métiers qui sont énormément recherchés aujourd'hui. Donc on a soit des responsables web marketing qui gèrent tous les leviers dans des boîtes dans lesquelles le service est plus petit et puis on a des grosses entreprises aujourd'hui où il y a un service web marketing qui est très important et on va avoir un spécialiste du référencement, un spécialiste de l'affiliation, un spécialiste des réseaux sociaux, le community manager, un responsable du CRM, du ICRM et on forme nous vraiment à tous ces métiers-là. Justement, il y a Benjamin qui s'inquiète, vous parlez des entreprises. Oui. Benjamin qui s'inquiète un peu de savoir quels sont les partenariats que vous avez pu nouer. Est-ce que c'est avec des grands groupes, des parcs à thème ou alors aussi avec des entreprises de taille plus restreinte? Voilà, quelle est votre relation, l'ESCAET, avec le monde de l'entreprise? Alors, c'est une école qui existe depuis 30 ans et la base de l'école a toujours été de travailler en étroite relation avec les acteurs. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des partenariats qui sont scellés un peu avec tout le monde. Donc, on va avoir des grosses entreprises comme aujourd'hui Go Voyage, par exemple, qui est un gros acteur du online avec des gens comme Voyage Privé, des tours opérateurs comme Fram, comme Nouvelles Frontières, Thomas Cook, tout ça, les gros dont on entend le plus parler. Mais on a aussi vraiment aujourd'hui des partenariats avec des plus petits acteurs qui peuvent être des petits hôtels indépendants ou des grosses chaînes comme Accor. Enfin, on va vraiment avoir de tout. On va travailler avec des petites agences qui ont des modèles qui sont un peu plus
à dimension peut-être plus humaine que des gros comme Carlson ou American Express. Et en fait, après, c'est là aussi ce qui nous intéresse quand on travaille avec nos étudiants pour les emmener vers l'insertion professionnelle. On essaye d'identifier pourquoi ils sont faits. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour des grosses structures et il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour des grosses structures. Et il y a des gens qui seraient perdus dans des petites entreprises parce que la polyvalence à outrance, ça leur permettrait pas d'évoluer correctement, alors qu'il y en a d'autres, au contraire, c'est ça qui va être moteur chez eux. Donc en fait, pour nous, la construction du projet professionnel, elle est très importante et on prend soin justement d'identifier par étudiant, enfin en tout cas de faire en sorte que l'étudiant identifie plutôt chez lui ce qui l'intéresse le plus. Est-ce que c'est plutôt la petite structure ou la grande structure? Mais on par le biais des stages notamment en fait. Oui, par le biais des stages, bien sûr. Oui, bien sûr. On choisit rarement un stage par hasard, enfin voire jamais, je dis rarement pour dire deux, mais en fait jamais un stage par hasard. On travaille vraiment, il y a des entretiens individuels toute l'année, donc là je peux en parler parce qu'en plus c'est moi qui m'occupe de cette partie-là. Donc j'ai tous mes étudiants très régulièrement dans mon bureau et je définis avec eux voilà, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Est-ce qu'on y rentre par un secteur? Est-ce que c'est l'hôtellerie qui nous intéresse? Est-ce que c'est le transport? Je suis passionnée d'avion depuis que je suis tout petit. Je suis passionnée de la création de produits. Je veux voyager. J'adore l'événementiel. J'aime la technologie, même si bon, ça paraît bizarre, mais il y en a qui aiment la technologie. Et à partir de là, on va voir. Ou alors, on n'y rentre pas par un acteur, mais on va y rentrer par j'aime le commercial, j'ai une fibre marketing, j'ai une fibre. C'est complètement transversal en fait. Je veux dire, très transversal. Chacun peut y trouver exactement son compte. C'est pour ça que nous, on identifie plus de 200 métiers à la sortie de l'ESCAET, en se basant simplement sur nos diplômés, et qui, en fait, sont des métiers qui sont très variés, qui sont vraiment, vraiment très différents, parce qu'on fait vraiment ce travail-là avec les étudiants, et c'est pour ça que ça nous intéresse de prendre des profils différents aussi à la base, parce qu'il y a des étudiants qui vont naturellement s'intéresser plutôt à un secteur, à une problématique plus qu'une autre. Donc, en fait, on va vraiment construire ce projet-là pour aboutir vraiment à l'emploi qui nous intéresse le plus. Et vous parlez donc des professionnels avec qui vous êtes en relation, etc. Est-ce que vos étudiants le sont aussi, mais en dehors des stages? C'est-à-dire, est-ce que vous organisez des conférences, des rencontres, je ne sais pas, un tour opérateur qui vient présenter ses métiers, un grand groupe qui vient en effet expliquer un petit peu tous les nouveaux métiers, ceux qu'ils recherchent? Alors ça, on le fait tout au long de l'année. Déjà, une chose importante, je pense, c'est que nos étudiants, en fait, quand ils sont diplômés par un jury qui est constitué de membres de l'ESCAET, mais aussi et essentiellement en fait de professionnels, ce qui pour nous est très important. Et chaque année, c'est à peu près 60 professionnels qui viennent pour valider les diplômes de nos étudiants bachelor et MBA, tout le monde confondu. Ça doit faire à peu près 60-70 professionnels qui viennent. Et en fait, pour nous, ça c'est très important, et ça permet, comme il y a beaucoup d'interactions, parce qu'il y a une soutenance de l'étudiant, mais après il y a une partie questions-réponses et autres, qui permet déjà d'avoir un rapport avec le professionnel, ou en tout cas de les voir intervenir, de voir quelles sont leurs problématiques, de comprendre aujourd'hui ce qu'ils font, quels sont leurs métiers. Ensuite, on organise des séminaires auprès de nos étudiants. Donc, on fait des séminaires métiers. Où justement des professionnels viennent expliquer le métier du commercial, le métier du marketing, lié encore une fois appliqué au tourisme. Donc comment se passe le commercial chez le Théo, comment se passe le commercial dans l'hôtellerie, dans le transport, dans la technologie, dans l'événementiel, comment se passe la production, le métier du revenu management ou du yield management qui est l'optimisation tarifaire, comment est-ce que je joue avec les prix. Les spécialistes de je joue avec les prix, c'est la SNCF, puisque à chaque fois qu'on s'assoit dans le train, on n'a jamais payé le même prix que la personne. Leur dernier tarif. Voilà, donc les étudiants, c'est continuel en fait, sont dans l'actualité, j'ai envie de dire, du secteur touristique et de l'hôtellerie. Donc il y a des séminaires métiers, avec des gens qui viennent décrypter ça, les différents métiers. Et après il y a des séminaires problématiques. Donc là c'est des séminaires qui se font au niveau du MBA, où on va revenir sur des problématiques particulières. Typiquement, comment peut se passer la négociation entre les tours opérateurs et des agences réceptives ou des hôtels sur la destination Pérou, par exemple. Enfin, pour revenir là-dessus, j'essaie de donner un fil directeur, mais j'aurais pu
pourrait parler de Bali, vous en avez parlé tout à l'heure, ou d'autres choses. Comment se passe aussi l'organisation des déplacements professionnels. Par exemple, ça peut être une problématique qui va être vue et des professionnels qui viennent pour parler de ça. Voilà, qui viennent parler, alors là, d'opportunités et d'un secteur dont on ne parle pas du tout quand on pense au tourisme, parce que on s'éloigne du tourisme, mais on est toujours dans le voyage, c'est le déplacement professionnel. Oui. C'est aujourd'hui, je vais travailler pour Carrefour, Nestlé, Veolia, Orange, rien à voir avec le tourisme. Mais par contre, ces gens-là, ils ont des collaborateurs qui se déplacent tout le temps pour aller signer un contrat avec un client, pour aller voir un fournisseur, pour aller faire un salon. Et en fait, 1 + 1 + 1 qui se déplacent, pour toutes ces grandes entreprises, ça coûte énormément. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles ont vraiment besoin de gens qui sont très spécialistes de l'industrie du tourisme et des voyages, donc qui connaissent les acteurs et qui sont capables d'aller négocier avec Accor, avec Air France, avec Best Western, avec n'importe qui, des super accords, des méga accords par exemple, avec des tarifs hyper préférentiels pour Carrefour, pour les voyageurs Nestlé, pour les voyageurs Veolia. Et en fait, ça, c'est des métiers qui sont liés donc au déplacement professionnel, qui sont aujourd'hui des métiers qui sont très importants, dans lesquels on a énormément d'insertion professionnelle. Et donc, on intègre les directions achats, par exemple, mais on s'occupe de l'achat travel, donc l'achat voyage de l'entreprise, et on s'occupe du déplacement de ces collaborateurs-là. Voilà. Alors, on parlait de l'étranger. Là, on a des questions de Larissa, Romain qui s'inquiètent en fait au niveau des langues. Est-ce que vous enseignez des langues? Si oui, lesquelles? Est-ce que c'est les mêmes au niveau du bachelor et du MBA? Est-ce que c'est indispensable d'après vous aujourd'hui de maîtriser j'ai envie de dire plutôt même 2 langues? Alors, quand on travaille dans le tourisme, c'est quand même un gros plus, voire un peu une obligation de parler des langues. Aujourd'hui, c'est vrai qu'énormément de choses se font en anglais. Donc, c'est vrai que l'anglais, alors chez nous, évidemment, est enseigné. Il est plus qu'enseigné puisqu'on demande aussi un niveau à nos étudiants au niveau du MBA. En sortie de MBA, on leur demande d'obtenir 800 points au TOEIC. Alors, on les forme à la préparation du diplôme. Ça, exactement, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas leurs 800 points, ils n'ont pas leur diplôme, enfin ils ont leur diplôme sous réserve d'obtention de leur TOEIC dans les 3 ans. Par contre, on a une préparation nous au TOEIC pendant leur MBA, on les forme à ça en plus de cours d'anglais plus classiques. Donc c'est vrai que l'anglais aujourd'hui il est quand même primordial, mais nous il y a des cours au niveau de l'école là-dessus. On a certains de nos étudiants qui partent aussi en stage pour aussi améliorer un peu et oui, c'est l'occasion. La langue, même s'il faut faire attention un peu à ça, parce que c'est vrai quand on ne parle pas du tout la langue, on peut difficilement du coup après demander aussi un stage avec du contenu intéressant. Enfin, on ne peut pas tout avoir non plus. Si on ne parle pas un mot, c'est très compliqué. Donc on a aussi des étudiants qui prennent des cours encore plus renforcés à côté des cours déjà qu'on enseigne nous et ceux qui savent qui ont vraiment un trop mauvais niveau. Et après, dans les deuxièmes langues, on a de l'espagnol, on a de l'italien et de l'allemand de façon assez classique. D'accord. Et on a de l'initiation au chinois. Oui, d'accord. Ça devient une langue... Et ça devient assez important. Ça devient assez important. On a de plus en plus d'étudiants aussi qui nous viennent de filières langues dans lesquelles ils ont fait du chinois auparavant. Donc c'est vrai que c'est important pour nous qu'ils puissent continuer et qu'ils puissent derrière, pourquoi pas intégrer le marché asiatique ou en tout cas travailler au niveau France sur cette clientèle-là, qui est une clientèle aujourd'hui hyper importante. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important. Après il y a des étudiants qui sont intéressés par cette initiation-là, il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc ça n'a rien d'obligatoire. Le choix n'est pas obligatoire. C'est des choses qu'on fait. Après, est-ce que les langues sont fondamentales? Elles sont aujourd'hui de toute façon très importantes. Maintenant, il y a des carrières dans lesquelles les étudiants vont être confrontés à la langue tout le temps et vont travailler parce qu'ils vont travailler à l'étranger ou parce qu'ils vont travailler avec cette clientèle-là. Et puis, il y a encore des secteurs dans lesquels on a un peu moins besoin de parler anglais toute la journée ou espagnol ou italien ou allemand ou autre. Ça dépend un peu du profil de l'étudiant et ça dépend de sa vocation. Pour reparler du MBA, je pense que c'est là que la spécialisation intervient. Oui. Et on avait des questions donc là-dessus. Quelles spécialisations sont proposées? Et est-ce que c'est pareil, c'est obligatoire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une plus grande polyvalence?
à ce haut niveau de responsabilité? Comment vous envisagez la chose? En fait, au niveau du bachelor, effectivement, il n'y a pas de spécialisation. On forme vraiment à tous ces secteurs-là. Et au niveau du MBA, on choisit, en fait, les étudiants choisissent entre le loisir et le corpo. Donc, et le corporate travel. Donc, il y a une partie, je m'explique, il y a une partie tronc commun d'abord, sur laquelle on va revenir sur tous les acteurs et les spécificités du tourisme loisir et les spécificités du tourisme d'affaires, donc celui dont je vous ai parlé, qui est à destination donc de la clientèle professionnelle. Et puis, au bout de 4 mois, les étudiants vont choisir de se spécialiser dans une filière plutôt loisir, plutôt corporate travel, donc déplacement professionnel. Quand je vais choisir le loisir, c'est parce que je m'intéresse au client final, à celui qui va voyager, qui va consommer le voyage, qui va partir pour ses vacances, donc qui a besoin de rêves, beaucoup de marketing, énormément de web marketing. Il y a beaucoup de ça et de la création de packages. Quand on est dans le voyage d'affaires, notre client final, c'est l'entreprise qui a besoin de faire voyager ses collaborateurs. Donc là, on va avoir besoin plutôt de rigueur, de super négociateurs, de super organisateurs de voyages et des gens qui vont être capables en fait d'orchestrer et de diriger plusieurs corps de métier qui sont l'agence de voyage, les outils de réservation, les contrats avec les grosses entreprises. Tout ça et du coup c'est des profils qui sont assez différents, donc on croit que c'est un peu compliqué de choisir, mais je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont faits pour la partie loisir et d'autres faits pour la partie corporate travel. Et puis ensuite en deuxième année, les étudiants, pour reboucler sur est-ce qu'on ne doit pas quand même avoir une polyvalence, oui. En fait en fin de MBA, les étudiants choisissent une ultra spécialisation, donc c'est-à-dire qu'ils choisissent entre l'achat, le revenu management, donc tout ce qui est optimisation tarifaire dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est gestion de projet, orientation un peu technologique. Donc en effet, là, ce sont des ultra spécialisations, c'est très pointu. Oui, c'est très pointu. Tout ce qui est événementiel et tout ce qui est marketing, web marketing. Donc ils vont choisir une de ces 5 ultra spécialisations-là et ils vont, en fait, dans le cadre de l'ultra spécialisation, là, on rejoint encore la problématique de être en relation avec le monde professionnel. Ils vont travailler pendant 2 mois sur un cas d'entreprise réel. Donc ils vont être vraiment tutorés par une entreprise qui va leur demander de travailler sur un cas bien spécifique dans le cadre de leur ultra spécialisation. Et là, par contre, on mélange dans leur cours, on mélange les étudiants loisirs et les étudiants corporate travel pour que, en fait, à la fin de leur formation, ils reprennent cette polyvalence sur à la fois du loisir et à la fois du corporate. Donc, en fait, on choisit une spécialisation et une ultra spécialisation, c'est-à-dire qu'on devient expert dans un domaine. Mais nous, ce qu'on dit de nos étudiants, c'est que ça reste des étudiants qui ont quand même cette culture générale. Ils ont l'autre approche du tourisme et des voyages dans sa globalité. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on a beaucoup de passerelles après d'étudiants qui commencent par travailler dans le loisir et puis qui après évoluent dans la partie voyage d'affaires, d'autres qui commencent dans le voyage d'affaires et qui après vont dans le loisir. Et puis on a des problématiques qui sont communes, notamment un hôtel aujourd'hui à Paris, il va traiter à la fois une clientèle loisir et une clientèle corporate. Par exemple, si on prend ça, une compagnie aérienne comme Air France, aujourd'hui, elle a à la fois des problématiques loisirs, des problématiques corpo. Donc en fait, quelque part, même quand on est spécialisé sur un domaine, il faut toujours avoir un regard sur l'autre. Et puis si on prend la frontière est vraiment très floue entre et très fine. Différents. Si on prend l'événementiel typiquement, quand je travaille dans l'événementiel, je dois être capable de répondre à la fois à la clientèle affaires qui veut organiser un séminaire, un congrès pour ses meilleurs commerciaux, pour le développement de son nouveau produit, son nouveau parfum ou autre, mais aussi je dois être capable d'organiser des événements privés comme des mariages, des baptêmes ou encore des événements public, plutôt comme tout ce qui va être par exemple organisation d'un festival, d'un concert ou autre, où on n'est pas sur la partie déplacement professionnel, on est dans le loisir mais un peu institutionnel, on est un peu sur tout ça. Donc du coup l'événementiel est vraiment celui qui touche un peu tous ces secteurs-là. Là, on avait Laurent, c'était au début du live, qui aimerait faire du yield management. Alors, je ne sais pas ce que c'est.
Vous allez peut-être nous le dire, mais du coup, quelle spécialisation serait la plus adaptée chez vous dans ce cas-là? Alors la spécialisation, elle peut être sur du loisir et sur du corpo parce que dans les deux cas, on en retrouve. Et après, en ultra spécialisation, il va falloir qu'ils choisissent le revenu management, c'est ce que je disais. Donc yield management, revenu management, c'est de la même famille. Et c'est tous ceux, je vous disais tout à l'heure, que donc les pros, c'est la SNCF. C'est tous ceux qui, voilà, il faut aimer les chiffres. Alors moi, j'ai beaucoup de mes étudiants qui me disent, Marie, je suis pas faite pour le revenu management ou le yield parce que j'aime pas les chiffres, j'ai toujours été nulle en maths. Mais en fait, il y a une différence entre les maths qu'on a pu faire dans son cursus collège-lycée et le yield management parce qu'en fait, là, les chiffres deviennent concrets. C'est-à-dire qu'on comprend, je vais faire du yield management pour une compagnie aérienne, je vais faire en sorte de faire cette fluctuation tarifaire en fonction de si c'est une clientèle individuelle, si c'est un groupe, si c'est du loisir, si c'est de l'affaires, s'ils sont deux, s'ils voyagent pour 5 jours ou si c'est que pour une journée, en fonction de plein de variables. Je vais prendre s'ils vous réservent sur Internet à la dernière minute en avance, en fonction de toutes ces variables-là, je vais mettre des tarifs différents. Donc je disais que la SNCF c'est les pros de ça, mais aujourd'hui tous les hôteliers font ça aussi, toutes les compagnies aériennes font ça aussi, les tours opérateurs, tout le monde se met à faire ça et c'est un des gros métiers aujourd'hui dont tous les acteurs ont besoin parce qu'on a besoin aujourd'hui d'être le premier et la guerre des prix, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est très importante. Donc aujourd'hui on a besoin de ces métiers-là. Et on a besoin de gens. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et on a besoin de gens qui ont vraiment des compétences qui sont poussées parce qu'on peut plus le faire un peu. Avant, c'était un petit peu au pif où on disait, bah tiens, lui, je vais lui mettre ça, je vais essayer ce tarif-là, je vais voir si ça marche. Aujourd'hui, faut vraiment connaître tous les indicateurs, faut vraiment connaître les outils et il faut vraiment être un bon analyste pour arriver aujourd'hui à percer dans le yield. Mais par contre, une fois qu'on est piqué par le yield management, comme on dit, en général, les diplômés qui font carrière dedans restent dans ce domaine-là parce que c'est passionnant. Et par contre, peuvent changer et peuvent à un moment commencer dans l'hôtellerie, puis après aller en compagnie aérienne, finir chez un tour opérateur, même dans le voyage d'affaires. Enfin, on en retrouve finalement un peu partout. On a tendance à dire yield management égale hôtellerie parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ce métier dans l'hôtellerie, mais aujourd'hui, il est vraiment présent partout et historiquement, il nous vient des compagnies aériennes plutôt. D'accord. Voilà. Une question qui n'a rien à voir, si, un petit peu. C'est bientôt le mondial du tourisme. Me conseillez-vous d'y aller? Si oui, en quoi ça peut m'aider? Qu'est-ce que je dois aller y chercher si jamais je veux entrer dans un établissement comme les Skyette? Des salons comme ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des salons qui sont professionnels et qui sont réservés en B2B, auxquels les étudiants ne peuvent pas avoir accès. Et puis là, le SMT, le Salon mondial du tourisme, c'est un salon professionnel où se retrouvent des professionnels du tourisme et qui est ouvert au grand public. Et donc c'est intéressant justement, notamment quand on s'intéresse au tourisme, d'aller voir qui sont les acteurs en fait qui font aujourd'hui l'industrie du tourisme et des voyages. Comme on disait tout à l'heure, il y avait la question de quel job étudiant ce serait intéressant de faire. Et ben là, ça montre en tout cas une curiosité de la part d'un étudiant de dire, bah tiens, je suis allée sur un salon grand public sur lequel vont se regrouper des acteurs qui a priori dans lesquels je vais peut-être évoluer moi plus tard. Donc je vais y aller, même avant d'être une étudiante dans le tourisme, pour comprendre un peu qui ils sont, ce qu'ils font. Alors évidemment, si cette étudiante y va et puis qu'elle intègre les Skyette, peut-être que dans 2 ans, elle se dira, mon Dieu, la vision que j'avais quand je suis allée dans ce salon il y a 2 ans par rapport à maintenant, c'est sûr que j'aurais pas posé les mêmes questions, j'aurais pas là, mais quelque part j'ai envie de dire on s'en fiche aujourd'hui, c'est intéressant parce que cette curiosité là, elle est intéressante. Voilà. On arrive à la fin de notre live. Oui, ça passe très vite, surtout qu'il y a beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à tout. J'aime bien celle-ci pour terminer. Jenna qui nous demande qu'est-ce que vous avez de plus qu'une autre école de tourisme. Alors elle en cite d'autres, je ne vous citerai pas. Vous pouvez les citer. Qu'est-ce qui me... Alors l'école CMH, ICOGES et plein d'autres. Qu'est-ce qui vous différencie de ces écoles? Qu'est-ce qui me donnerait plus envie d'aller chez vous que d'aller dans ces établissements? Alors, si on prend CMH par exemple, ils sont très spécialisés sur l'hôtellerie, donc ça peut être une filière intéressante si on s'intéresse particulièrement à la partie hôtel. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va donner, c'est plus d'ouverture à d'autres métiers. Après, EcoGest, ils sont un peu plus généralistes quand même. Et après, il y a d'autres écoles qui sont tourisme. Je ne pensais pas qu'elle aurait cité celle-ci parce qu'il y a vraiment d'autres écoles qui sont plus... Elle a mis plein d'autres, en effet, elle n'a pas fait la liste. Tourisme et qui sont en général, en fait, c'est là où il faut regarder. Moi, j'aurais tendance à conseiller les étudiants de regarder en fait
l'insertion professionnelle. Parce qu'en fait, finalement, on n'insère pas vraiment les étudiants dans les mêmes endroits et on forme pas du tout de la même manière. Donc nous, on a vraiment un positionnement école de commerce appliqué au tourisme. Donc on forme vraiment à tous ces métiers qui gravitent autour de tous les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des métiers autour de la production, des métiers au niveau du commercial, des métiers au niveau de l'organisation d'événements, des métiers au niveau de tout ce qui est marketing, web marketing, des métiers au niveau de la technologie et des métiers énormément aussi au niveau de tout ce qui est voyage d'affaires et optimisation ces déplacements d'affaires. Donc en fait, on va donner cette globalité-là que peu d'écoles donnent. Donc en fait, si on a envie d'avoir cette diversité, alors je dirais que notre valeur ajoutée, elle est là et elle est effectivement au niveau de notre insertion professionnelle puisque 90% de nos étudiants sont insérés le jour du diplôme, ce qui n'est pas forcément le cas des autres écoles. Donc moi, j'aurais tendance à donner un conseil aux étudiants, c'est de se renseigner sur l'insertion professionnelle en termes de qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font vraiment ces étudiants-là et ensuite sur la diversité des métiers et puis sur le taux d'insertion parce que je pense que c'est quand même important. C'est un investissement, une école. Donc du coup, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Il faut que ça nous serve. Donc moi, je pense qu'on apporte cette diversité-là et cette qualité au niveau de l'intégration professionnelle parce qu'on a à cœur les métiers. On y rentre par là, c'est vraiment ce qui nous intéresse et c'est vraiment une grosse spécificité qu'on a. Aujourd'hui, on est reconnu vraiment par les différents acteurs de l'industrie du tourisme et des voyages sur notre expertise sur les métiers. Vraiment. Aujourd'hui, on est en relation avec certaines presses professionnelles où on leur fournit même nous du contenu sur aujourd'hui quels sont les métiers, etc., etc. Donc on a vraiment cette spécificité-là. Donc si c'est ça qui intéresse des étudiants, je pense qu'effectivement, par contre, on est du coup assez incontournable. Après, si on veut quelque chose de très spécifique et très ciblé et que du coup on n'a pas envie de voir le reste, c'est-à-dire on veut que de l'hôtellerie mais pas le reste, alors dans ce cas-là on n'est peut-être pas effectivement la meilleure formation. Voilà, tout dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut s'ouvrir un large panel de métiers ou est-ce qu'on veut être sur quelque chose de très très étroit, très très précis. Voilà, ça dépend vraiment de ça. Eh bien, Marielle Antaz, merci pour toutes vos réponses. Il y avait beaucoup d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je ne vais pas donner votre mail perso, mais c'est vrai qu'il faudrait trouver un moyen de communiquer auprès de ces étudiants. Oui, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Sur le site de l'école, il y a la possibilité d'aller et d'interagir avec l'école sans aucun problème. Et on fait une journée porte ouverte le 16 mars. Donc ça, moi, je trouve un super moyen quand même pour des futurs candidats éventuels de savoir vraiment ce qu'on est, ce qu'on fait, puisque c'est pas nous, l'équipe enseignante et dirigeante qui qui faisons la journée porte ouverte, c'est des étudiants qui sont là. Alors nous, on est là aussi pour répondre évidemment aux questions, mais c'est des étudiants qui sont là pour vraiment parler, eux, de leur formation. Et je pense que c'est les mieux placés aujourd'hui pour en parler. C'est les mieux placés pour parler aussi des anciens qu'ils ont pu rencontrer, de leur métier, etc., etc. Et puis nous, on est très ouverts à ça. Donc n'importe quel étudiant qui peut avoir une question, il ne faut pas qu'il hésite à la poser, même sur l'adresse, si l'adresse fait très générique, escaet@escaet.fr, mais il faut pas hésiter. On lui répondra. Oui, c'est pas une adresse poubelle, c'est une adresse dans laquelle vraiment on va répondre aux questions. S'il faut vous mettre en relation avec certains ou de nos étudiants ou anciens, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer sur les journées portes ouvertes ou autres, c'est vraiment des choses qu'on sait faire et qu'on peut faire. C'est une des forces aussi, je crois, de l'école, c'est d'être une école à dimension humaine. On a 200 étudiants dans l'école, 40 à 50 étudiants par promotion. Donc en fait, on a vraiment à cœur ça, cette éthique de la personnalisation et voilà. Bien, merci. Merci aux internautes d'avoir posé autant de questions intéressantes. J'espère que ce live vous a intéressé. Je vous invite de toute façon à retrouver le replay d'ici 48 heures maximum sur le site de studirama.com. Au prochain live, au revoir.